On est live. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet épisode inaugural de ce que j'appelle Accès Innovation. C'est quoi? L'objectif, c'est de faire une genre de série d'entrevues avec des gens qui sont dans notre domaine, dans l'ingénierie, pour essayer un peu de promouvoir les projets qu'il y a, puis les découvertes qui se font. C'est souvent, il y a comme je mentionnais juste avant à Pierre-Luc, là, il y a des choses vraiment belles qui sont découvertes, des projets vraiment intéressants, puis on n'entend juste pas parler. Fait que le but, c'est un peu ça, là, de promouvoir un peu ces projets-là, ces découvertes-là. Donc aujourd'hui, mon premier invité, donc M. Pierre-Luc Payeur-Leboeuf, qui vient nous parler de Robotics First Competition, une compétition de robotique internationale. Donc, on va apprendre un peu à découvrir c'est quoi, un peu c'est quoi les méthodes, c'est quoi leurs défis, comment ils font pour les surmonter. Donc, bienvenue Pierre-Luc. Salut. Salut, merci de me recevoir. Ben oui, yes. Pas de problème. Donc, écoute, Pierre-Luc, dans le fond, écoute, je vais te laisser un peu te présenter. C'est toi, dans le fond, de ton côté, là, écoute, je vais te laisser te présenter un peu. Tu es dans quel bac? Tu es à quelle université? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Je laisse le micro. Ouais, dans le fond, moi, je suis étudiant là, au baccalauréat en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. J'ai préalablement fait une technique en génie mécanique au Cégep de Sherbrooke et j'ai actuellement à mon actif trois stages de complétés. Dans le fond, deux en conception mécanique le pur et un en maintenance industrielle. OK. C'est quand même intéressant, ouais. On s'est peut-être déjà parlé de ça. Là, pour contexte, moi et Pierre-Luc, on se connaît là, parce que les deux, on a passé chez Humano Médical à Saint-Romuald, où tu avais justement ton troisième stage en conception, c'est ça? OK. Exactement. OK, puis c'est ça. Puis en tout cas, ce qu'on s'est dit, puis ce que je trouve vraiment intéressant à l'Université de Sherbrooke, là, c'est que leur programme de génie mécanique, justement, il y a plusieurs stages. C'est un genre de programme coop, si je ne me trompe pas, avec 5 stages, là, c'est ça? Ouais. OK. Fait que là, ça veut dire que tu es à peu près, j'imagine, t'as à peu près la moitié de ton bac de fait, là, si je comprends bien. Peut-être ça. Bon. Fait que c'était où tes deux premiers stages que tu as mentionnés? Ouais. Le premier stage que j'ai fait, c'était chez Motric International. Donc, dans le fond, OK. je travaillais sur la conception de véhicules électriques d'usine, que ce soit pour OK. transporter des gens, transporter du matériel lourd ou, Ouais. dans certains cas, de la traction. Fait que des petits tracteurs là, pour tirer des grosses charges. Des OK. fois, des locomotives. Fait que Ah, ouais. ça arrivait comme OK. ça. Bon, fait que là, OK, fait que là, tu commencé par mon trek. Je sais où tu as commencé, je sais où tu as terminé. Chez Humano, ben, je veux dire, ton troisième stage. Fait que c'était le milieu en maintenance, c'était à quel endroit? C'était chez Graphic International. Dans le fond, c'est une compagnie américaine qui a racheté l'ancienne usine de Cascade à East Angus. Donc, c'était carton mince là, dans le domaine des pâtes et papiers, maintenance là, de cette machine-là qui roule continuellement 24 heures sur 24. Là. Donc, vraiment la mécanique lourde un peu plus. Là. Bon, ben, OK. Fait que là, ben, c'est intéressant. Fait que là, après ça, bon, fait qu'après, tu as fait ton stage là, en conception chez Humano Médical. Exact. OK. Fait que ça, tu fais ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire par rapport à ça? Ouais, ben tu sais, au niveau de chez Humano, là, étant une compagnie qui œuvre beaucoup là, dans le milieu médical, c'était beaucoup au niveau des normes puis des les limitations au niveau de la conception que ce qui m'intéressait là, quand j'étais allé travailler là. Donc, de voir tout ce qui était brevet, tout ce qui était justement contrainte là, au niveau du développement là, puis des produits. Là, on peut pas relâcher quelque chose comme ça. Si tu veux faire Ouais. un prototype, tu peux pas juste aller le tester comme ça, là, vu que c'est dans des milieux restreints. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant pour ces éléments-là. C'est vrai que des fois, on s'imagine, des fois, peut-être en commençant, ou des fois, on s'imagine le contraire, mais les contraintes, c'est plus ça qui est le fun, là. Quand il y a plus de contraintes, quand tu bâtis un genre de cahier des charges étoffé, là, ben, tu sais, je l'ai surtout fait ça dans le bac, là, tu sais, des genres de longs cahiers des charges avec plein de critères à respecter, c'est ça qui est peut-être plus le fun. Ouais, je Fait pense que, que c'est le défi. On cherche tu sais, on veut pas un problème qui est trop facile. On veut s'asseoir puis se demander, se creuser la tête un petit peu pour faire comme, oh, comment je vais faire pour résoudre ça? ouais. Ouais, c'est ça. Puis écoute, là, c'est ça, ça m'amène un peu sujet principal, là, justement, là, robotics, là, que tu m'avais un peu parlé. Là. Fait que, tu sais, je sais que vous avez un genre de time frame vraiment serré. Je sais que vous avez un genre d'objectif vraiment précis. Puis quand même, ça a l'air d'être quand même d'être challenging, là, challengeant
comme objectif. Fait que, tu pourrais un peu nous parler de, ben là, à base, pour eux qui ne savent pas, là, un peu c'est quoi cette compétition-là, puis maintenant qu'on a un peu ton background. Ouais, dans le fond, là, ça s'appelle FIRST. FIRST, dans le fond, c'est un acronyme là, que je vais traduire qui est pour l'inspiration pour la reconnaissance des sciences et de la technologie. Dans le fond, c'est un programme à but non lucratif qui est d'inviter les gens, puis de leur faire reconnaître, puis de leur faire apprendre, puis donner une expérience de première main sur tout ce qui est sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Puis le vaisseau pour ça, le moyen qui est utilisé, c'est de faire une compétition de robotique. Donc, dans le fond, il nous donne un défi nouveau à chaque année. Puis, on a 6 semaines pour concevoir, fabriquer, programmer un robot de A à Z qui va répondre le plus possible aux défis. Puis après ça, là, on a 6 semaines là, de compétition là, un petit peu partout dans le monde, dépendamment là, de où est-ce qu'on s'inscrit puis où est-ce qu'on a le goût d'aller pour compétitionner puis essayer de se classer là, pour le championnat du monde. OK, fait que ça, ouais, vas-y. Ouais, dans le fond, là, le défi, à chaque année, on a des limitations en lien avec que ce soit notre design ou le jeu, des limitations dans le nombre d'objets de jeu qu'on peut manipuler, les contacts qu'on peut faire, parce que dans le fond, la compétition ça va tout le temps se jouer 3 contre 3. Donc, il y a un gros aspect là, stratégie là, qui vient en arrière là, une fois que le robot il a été fait. OK. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Fait que, oui, stratégie. Fait que même une fois que c'est fait, une fois que vous avez trouvé votre solution, vous avez fait votre machine, votre robot, ben il y a quand même après ça de l'autre stratégie. C'est ça que tu en dire. Exactement. Le travail n'est pas terminé. Là. Une fois en compétition, là, tu vas pas avoir une machine là, qui répond 100% aux critères. Il y a des contacts dans, dans le jeu. Il va y avoir des bris de machine. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Donc, c'est vraiment important de penser à tout ça. Puis je pense que c'est l'aspect qui vient créer l'engouement là, pour la compétition puis pour le programme. Oui, ben là, c'est ça. OK. Fait que là, tu as mentionné que l'objectif, c'est ça. Vous avez 6 semaines pour le faire, mais une fois que vous êtes là-bas, dans le fond, c'est quoi? Ça se passe en un espace de combien de temps, là, justement, la compétition? Mettons, OK, vous savez, c'est tel jeu, ça doit être un espace de quelques heures ou c'est vraiment étendu sur plusieurs jours? Le format standard de compétition, parce que avec la COVID ou avec les différentes positions géologiques, géographiques dans le monde, là, il y a différents formats, mais le format standard d'un régional, c'est 3 jours. La première journée, c'est l'enregistrement, match de pratique, dans le fond, pour s'assurer que la connexion se fait bien entre le terrain et les robots. Puis pour tester, dans le fond, mesurer des petites choses, là, faire la calibration des caméras, des capteurs. D'habitude, c'est la fin de la semaine, donc le jeudi, c'est notre journée de pratique. Le vendredi, on a les matchs de qualification toute la journée. Ouais. Le samedi matin, on termine les qualifications, puis samedi après-midi, c'est les séries, jusqu'au soir où on a la cérémonie de remise de prix. OK, fait que c'est étendu sur 3 jours. OK, là, au début, tu as parlé de calibration. Là. Fait que là, juste pour être sûr, est-ce que arriver là-bas, une fois que vous voyez vraiment les obstacles physiquement qu'eux vous ont donnés, est-ce que c'est là que vous devez vraiment faire calibrer vos instruments ou c'est juste à cause de la route puis que les instruments ont shaké dans le transport? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. D'une part, il n'y a aucune limitation au niveau des budgets des équipes. C'est 100% financé par des commanditaires pour avoir de la publicité, des choses comme ça. Donc, il y a des équipes qui peuvent se permettre d'avoir des répliques exactes du terrain, mais des équipes qui peuvent ne pas l'avoir du tout. Donc, oui, pour certaines équipes, c'est la première fois qu'ils vont voir les vraies pièces de jeu sur le terrain. Mais oui, comme tu l'as mentionné, là, dans le transport, là, si l'équipe on utilise des caméras, des capteurs quelconques. Je vais donner un exemple là, qui est d'actualité. Là, cette année, là, on est arrivé au lieu de compétition, puis on avait des fenêtres avec un format particulier là, au mur. Puis les fenêtres avaient le même pattern que ce qu'on avait pour le but. Donc, toutes les caméras qui avaient la reconnaissance là, pour s'aligner vers notre objectif détectaient entre autres les fenêtres, vu que c'était une source lumineuse qui était pas mal plus brillante là, que ce qu'on retrouvait sur le terrain de jeu. Donc, oui, calibrer puis essayer de cacher le bruit là, lumineux qu'on pourrait avoir. OK, fait que ça, ben là, fait que rendu là, c'est ça, fait que rendu sur place, une fois que vous avez vu ça, vous avez essayé justement de vous adapter en essayant exact. d'ajuster parce que, les paramètres.
Dans le fond, il n'y a pas vraiment de limitation sur qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre le défi. Tant que tu réponds, tu sais, on a des contraintes dimensionnelles, on a des contraintes de poids, passer ça, surtout dans le domaine de la programmation, tu peux un peu faire n'importe quoi, là. Fait que, Ouais. au niveau des capteurs et tout ça, c'est sûr qu'on utilise des gyroscopes, des accéléromètres, ça se peut que des fois, Ouais. là, il y en a qui dérivent un peu. OK, ouais, c'est ça. Ben là écoute, tu as mentionné ce budget, on va dire un budget virtuellement illimité. Tant que vous trouvez les commandites, fait que là, vous avez un 6 semaines là, 6 semaines là, juste pour comprendre, là, parce que je sais que vous bâtissez ça à l'université, c'est sûr. Avez-vous, avez-vous des cours, faites-vous vos cours en même temps? Fait que là, vous faites ça le soir, dans le fond, puis quand vous n'avez pas de cours, Ouais. vous Dans le prenez une fond, pause de vos cours. comme j'ai expliqué plus tôt, c'est pour inspirer les gens à rentrer dans les domaines du génie. Donc, en principe, on est tous associés à des écoles secondaires. Fait que dans le Mhm. fond, c'est des mentors qui viennent du domaine technique, là, que ce soit sur le marché du travail, de l'université. Nous, on est quelques-uns étudiants là, de l'Université de Sherbrooke là, qui participent à ça. Puis OK. nous, dans le fond, on s'en va dans les écoles secondaires, puis souvent, ils ont leur propre atelier, leur propre machine grâce au financement, tout ça. Puis c'est avec eux qu'on fait les fameux robots. Là. Puis, OK. dans le fond, au niveau du 6 semaines, là, c'est 6 semaines pour faire la machine, mais en dehors de ça, les mentors, nous, on s'attarde à donner des cours, des ateliers pour leur montrer aux gens de l'équipe comment dessiner à l'ordinateur, comment Mhm. utiliser les machines-outils qu'on retrouve dans les ateliers, puis comment qu'on fonctionne de base là, en génie mécanique là, quand on veut fabriquer des choses. OK, c'est bon. Ça répond un peu à une autre question que j'avais pour plus tard. Fait que, en tant que tel, la compétition s'adresse principalement à des étudiants plus secondaires, mais toi, là-dedans, ton rôle, c'est à titre de mentor pour ces gens-là. Fait que tu les assistes, c'est ça, tu es avec eux tout le long du processus, puis même, comme tu as dit, avant, là, pour leur montrer les bases de la modélisation, puis tout ça. Il y a pas de guideline vraiment très clair de comment tu dois inspirer les jeunes à faire OK. la compétition. Sauf que Mhm. nous, on fait partie des certaines équipes qui ont décidé avec le temps que quand on avait, mettons, l'implication de mentor pour tout ce qui était de la conception puis du design du robot, dans le fond, Mhm. quand on avait cette entrée-là de données, ça donnait des machines qui étaient plus performantes. Puis généralement, les jeunes, les gens qui participaient à ce projet-là faisaient juste plus se développer. Dans le fond, là, si on laissait tout faire par les jeunes, puis on faisait juste répondre à leurs questions, souvent la machine n'est pas performante du tout. Puis ça leur permet pas de pousser leur apprentissage. Puis dans un même sens, c'est pour les mentors aussi, là, c'est pas parce qu'on est rendu à l'université là, qu'on a tout appris ou qu'on est prêt à tout faire. Là. Fait que moi, même d'année en année, là, j'apprends des nouvelles choses sur la mécanique, sur comment Ben oui. designer les choses. C'est clair, ben oui, c'est clair. Puis j'imagine que dans 20 ans, on va en apprendre encore. Là, tu sais. Exact. C'est ongoing, là. Il n'y a pas il y a pas de finalité à ça. En plus, la robotique, tu as vu que c'est plus relié à l'électronique, c'est un domaine qui va beaucoup croire dans le temps, là, j'imagine. Là, qui va... Puis, tu sais, à la base, c'était parti aux États-Unis. Fait que, tu sais, quand je parle des équipes secondaires, c'était secondaire américaine. Fait que ça s'offre OK. de 14 à 18 ans. Fait que les jeunes, ça va jusqu'en première année de cégep là, ici OK. là, au Québec. Donc, tu sais, c'est des gens souvent qui vont déjà avoir commencé à rentrer là, dans les systèmes puis les cours de génie. Là, donc, tu sais, c'est pas si jeune que ça. Puis c'est Ouais. au-dessus de 3000 équipes à chaque année qui participent à ça. Puis, comme je disais, il n'y a pas de limite au niveau des budgets. Donc, tu sais, nous, on est des mentors de l'Université de Sherbrooke qui aident une école secondaire. Mais, tu sais, entre autres, il y a une équipe officielle de la NASA qui ont des OK. ingénieurs de la NASA qui vont leur donner un coup de main. Là. Toutes les grosses compagnies, en fait, Ah, ils ont ouais. leur propre équipe, que ce soit Ouais, ouais. GM, John Deere, des choses comme ça. Donc, tu sais, ils ont dit qu'on en a à apprendre. Là, c'est souvent ces machines-là, là, ils ont un niveau là, vraiment plus élevé que tout le monde. Puis, c'est en les regardant puis en compétitionnant contre eux là, qu'on finit par trouver des trucs, des façons de faire qu'on n'aurait pas pensé. Là. OK. Fait que pour l'année d'après, genre, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. OK. OK, ouais, OK. C'est intéressant, là, c'est ça, tu me parles d'un aspect, justement, le monde des États-Unis. Je sais que c'est une compétition internationale, mais tantôt, tu m'as parlé, tu as utilisé le mot régional. Juste pour que je comprenne, dans le fond, comment ça fonctionne, comment c'est splitté, c'est-tu des genres de compétitions, y a-tu des genres de qualificatifs qui se font à l'avance dans les Ouais. provinces, mettons, juste au Canada, puis après ça, il y en a d'autres, dans le fond, plus regroupés, qui regroupent plus de territoires, mettons, aux Ouais. États, ou comment ça fonctionne?
Dans le fond, comme je disais, le format standard, c'est les régionaux. Donc, dans le fond, les compétitions régionales, c'est une compétition qui va rassembler de 30 à 45 équipes. Puis c'est ouvert à tout le monde. Fait que c'est international, là, tout le monde peut s'inscrire OK. à ça. Puis c'est à peu près une dizaine de matchs de qualification que tu vas avoir le droit. Puis après ça, c'est les séries. Quand j'expliquais là, que OK. c'est tout le temps 3 contre 3, Ouais. les séries, dans le fond, on forme des alliances basées sur les scores, les robots que les gens y ont. OK. Puis après ça, là, les séries, c'est un peu comme au hockey, là, ça va faire 1 contre 8, 2 contre 7, ainsi de suite. Puis si l'Alliance réussit à gagner le régional, dans le fond, ils se qualifient pour le championnat du monde. OK. Là où on a eu des différences avec les années, là, c'est que dans un certain secteur, quand il a commencé à avoir trop d'équipes, il a fallu qu'ils changent le modèle pour passer à un système de district. Donc, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. C'est le même format, c'est juste qu'on rajoute un niveau. Fait que, dans le fond, quand tu gagnes puis tu fais des points dans ton district, tu peux aller au championnat de district. Puis quand tu gagnes celui-là, là, tu t'en vas au championnat du monde. Au championnat du monde. OK. Fait que là, est-ce que toute cette compétition-là, mettons les deux niveaux de district et puis le championnat du monde, est-ce que ça se passe dans les mêmes 3 jours ou c'est séparé dans plusieurs mois dans le fond tout ça? Ouais, ben, comme j'expliquais, c'est 6 semaines de fabriquer le robot. Puis après ça, c'est six Ouais. semaines de compétition. Donc, toutes les compétitions à travers le monde sont séparées à OK. travers ces 6 semaines-là. Généralement, on en a 4 ou 5 là, par semaine. OK. OK, je comprends. OK, quand même. Quand même, c'est pas. Il y a quand même beaucoup. Tu m'as parlé de 3000 équipes, là, c'est quand même pas rien. Ouais, C'est ouais. quand même Puis beaucoup de monde. Puis, le nombre, il fait juste grossir. Là. On en a perdu un petit peu avec la COVID, mais ça reprend de plus belle là, pour les prochaines années. Là. OK. OK, ouais, c'est ça. Ben, OK, c'est intéressant. Là, fait que là, dans le fond, juste là, maintenant qu'on a un peu parlé de ça, l'objectif, je sais que vous partez avec ça. C'est quoi un peu les méthodes que vous employez? Fait que là, tu m'as dit, bon, ben, c'est plus dans les ateliers des écoles secondaires, si je comprends Ouais. bien. Fait que Euh, si vous partez de où avec ça? Bon, vous faites un CAD, vous faites un modèle 3D, vous essayez des moteurs en 6 semaines. C'est quand même court comme time frame là, pour des étudiants secondaires. Ouais. C'est sûr que chaque équipe va avoir ses propres façons de faire. Moi, je vais parler de mon équipe. Là, on est entre autres à chaque année, on est top 3 là, au Québec là, en termes de performance. Puis juste donner une idée, cette année, on était dans le top Oui. 10% des équipes au monde pour le nombre de points qu'on faisait par partie. Là. Fait que, tu sais, OK. on est bien vu quand même là, sur la scène internationale. Donc, nous, ce qu'on fait, l'atelier il est complètement équipé, là, un peu comme le studio création à l'Université de Sherbrooke. Donc, on a une OK. fraiseuse, on a un tour, les deux conventionnels. On a tout ce qu'il Mhm. faut pour percer, souder, riveter. OK. Puis, des scies, là, l'équipement de base, là, scie, marteau, là, tout ce qu'il faut pour Ben oui. mesurer. OK. Donc, nous, comment on procède, c'est la première journée où on apprend le défi. Il y a un manuel d'à peu près 300 pages là, qui est relâché. On s'approprie les règles en équipe, on lit tout ça. Souvent, là, on va commencer à parler de petits détails qu'on souhaite obtenir. Entre autres, là, c'est quoi qu'on veut comme dimension de robot. Là, si on veut un robot haut, long, large, dépendamment du défi qu'on souhaite Mhm. accomplir. Puis après ça, on tombe dans un rush là, où on appelle ça notre temps hybride, là, où on a la moitié de l'équipe qui va fabriquer des prototypes sur tout ce qu'on a discuté là, comme point. Puis on a le restant de l'équipe qui va faire le cadre. Puis dans le fond, OK. nous, on s'attarde là-dessus pendant 2 semaines. Mhm. Donc, 2 semaines pour finir le cadre au complet du robot là, en parallèle des prototypes. Puis après ça, on tombe, là, on a un 2 à 3 semaines où là, c'est la fabrication du robot complètement. OK. Je dis 2 à 3 parce que normalement, c'est 2. 3 quand il y a des petits bobos, des choses qui vont moins bien. Ouais. Puis le OK. restant du temps, là, c'est tout ce qui est programmation puis pilotage. Parce que dans le Mhm. fond, là, la compétition, les robots sont télécommandés là, par des joueurs humains. On a seulement un 15 secondes au début qui est en mode autonome. Fait que ça prend la pratique là, pour que les gens ils soient à l'aise avec la machine. OK. Là, fait que là, tu as mentionné là, la moitié de l'équipe là, dans votre genre de sprint final là, Ouais. de prototypage CAD, modélisation 3D, excuse. Moitié de l'équipe fait le prototype, l'autre moitié fait la modélisation. Juste pour avoir une idée, maintenant dans votre cas, c'est à peu près combien de gens au total dans l'équipe?
Je dirais, je vais sortir des chiffres d'avant COVID, là, parce qu'avec la COVID, là, les personnes qui étaient autorisées à rentrer en local étaient limitées, vu que c'est un espace restreint, puis c'est une activité parascolaire. En général, les gens ils vont se disperser, soit qu'ils vont aller en fabrication, ils vont aller en conception, ils vont aller des choses comme ça. Donc, c'est plus les gens en fabrication, puis tout ça qu'on va puis les jeunes, mettons, dans les premières années, là, qu'on va envoyer en prototypage. Mettons, sur une équipe de 20 en moyenne, il y en a peut-être justement là, 8 à 10 qui vont aller là-dedans. Au niveau de la conception, c'est une équipe pas mal plus petite, là, c'est peut-être 5-6 là, qui vont aller là-dessus. Puis il y a le restant de l'équipe, dans le fond, là, souvent, c'est au niveau administratif ou publicité. Pour faire parler de l'équipe, là, puis faire la visibilité aux commanditaires. OK, fait que c'est quand même, malgré tout, on dirait que je m'imaginais à plus. C'est quand même impressionnant, une équipe d'à peu près 20 personnes, 20 étudiants. On est une petite équipe, par contre. Dans ce qui se fait dans le monde, là, on est une petite équipe. En moyenne, les super grosses équipes qui performent très, très, très bien à chaque année sont plus aux alentours de 85 à 100 personnes pour faire le robot. Puis on a déjà vu même du 150 là, dans certains cas. Mais en moyenne, c'est de 20 à 30 là, pour les équipes du Québec. Là, ça a vraiment du bon sens. OK, c'est impressionnant parce qu'au final, tu m'as dit que vous êtes dans le top 10%, t'as dit? 10% pour le nombre de points que le robot effectuait. Puis, tu sais, juste pour donner une idée, là, le championnat du monde il est sur la même structure que les régionaux. Fait que dans le fond, ils séparent toutes les équipes en 6 divisions. Puis là, c'est comme si tu avais un petit régional. Fait que là, tu as des qualifications, des séries de divisions, puis une fois que ça c'est fait, là, ils ramassent toutes ces équipes-là. Puis cette année, on a réussi à faire les séries là, dans notre division. Fait que, tu sais, c'est pas rien, là, plus que 3000 équipes, il y en a à peu près 450 là, qui sont classées pour le championnat. Puis, c'était 8 alliances de 4 robots qui se sont classés là-bas. Là. Fait que, tu sais, chaque division était 76 robots. Fait que, tu sais, c'est quand même très haut, là, ce qu'on a réussi à faire, là, avec le peu de main-d'œuvre qu'on avait, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment impressionnant. Pareil, là, c'est ça. Là, parce que, en fait, là, je m'en vais un peu. Maintenant qu'on a un peu votre procédé, un peu vos méthodes, tu sais, le résultat est vraiment impressionnant. Pour ceux qui l'ont pas vu, dans le fond, le lien, je vais le mettre là, en même temps que la publication pour la vidéo YouTube que tu m'avais envoyée, Pierre-Luc. Là, dans le fond, tu showcases un peu le robot faire dans le fond les étapes, les objectifs qu'il y avait pour la compétition de cette année, si je ne me trompe pas. Fait que, mettons, c'était collecter des ballons, les lancer dans un hoop, puis il y avait à la fin comme, je sais pas trop pourquoi, là, mais grimper des monkey bars là, en montant. Puis ça, ce bout-là, il m'a vraiment impressionné. Là. Ouais. À chaque année, il faut manipuler une sorte d'objet de jeu quelconque, puis en placer ou en tirer le plus possible pour ramasser des points. Puis à la fin du jeu, il y a tout le temps quelque chose à grimper. La façon de grimper, puis comment que ça fonctionne, ça va changer. Mais cette année, là, c'était 4 barres parallèles séparées là, de 2 pieds, là, à peu près à 45 degrés, là, quelque chose comme ça. Puis chaque niveau qu'on réussissait à monter, ça donnait plus de points. Fait que là, le défi, c'était grimper en respectant nos limites dimensionnelles, là, puis de poids. Là. C'est vraiment, c'est ça, là, faut que j'essaie de comprendre, parce que je regardais ça, je trouve, moi, je vais t'avouer, je m'y connais pas énormément en robotique, mais je regardais ça, puis ça me faisait vraiment penser aux vidéos qu'on a toutes vues, là, des Boston Dynamics, là, les robots qui font des pirouettes, des backflips, là, qui courent là, dans le bois, là. Ça m'a juste fait penser à ça, je sais pas pourquoi, mais tu sais, quand tu vas, quand tu essaies de faire quelque chose comme ça, c'est-tu juste, un peu comme on disait tantôt, est-ce que vous avez essayé de répliquer les barres de votre côté dans l'atelier, ou vous programmez quelque chose qui va être universel, qui va faire peu importe le nombre de la distance puis la hauteur des barres. Faites de l'essai-erreur. Comment ça marche à ce niveau-là? Ouais, ben, dans notre cas, là, c'était vraiment, là, on s'était fait une petite structure en bois rapide, là, plus petite que la vraie, mais avec les vraies dimensions de barres. Puis après ça, on a fait des prototypes, dans le fond, là, pour essayer de voir comment on s'agripperait à ça. Cette année, ce qui était compliqué là, avec les barres parallèles, c'est qu'on ne pouvait pas s'agripper aux 2 dernières à partir du sol. Tu étais obligé de passer au moins par la 2e pour après ça t'agripper à la 3 puis la 4e. Donc, ça prenait un système qui était capable de s'extensionner, s'accrocher,
sécuriser la grimpe, puis après ça, se décrocher d'une quelconque façon. Fait que tout ce qui était là, un peu comme des mousquetons d'escalade, des choses comme ça, c'était pas possible d'utiliser ce genre de technologie-là, vu qu'on n'était pas capable de les relâcher, à moins qu'on le rende actif là, avec un système quelconque. Là. Mais ça, c'était le défi de cette année. Puis, entre autres, là, notre système, là, il a vraiment rayonné là, sur la place internationale, puisqu'on a réussi à faire un système qui était quasiment 100% passif. Dans le fond, là, on avait un seul moteur qui faisait fonctionner le système au complet. Le reste, c'était juste des actionneurs là, mécaniques, là, que ce soit des ressorts, là, puis des pivots là, un petit peu partout. Là. Fait que ça a vraiment impressionné beaucoup de gens là, pour la complexité du défi. Oui, c'est vraiment, OK, je trouve, OK, tu vois, je savais pas nécessairement quelque chose qu'on peut voir de même, là, ce fait-là, mais rapidement, mais, tu sais, fait que c'est vraiment intéressant, tu sais. OK. Fait que là, l'objectif cette année, là, si je comprends bien, c'était récupérer des ballons, les lancer dans un roue. C'est pas mal ça, Ouais. là. Puis après ça, grimper les. J'ai pas mal bien. Je l'ai résumé tantôt rapidement. Ouais. J'ai-tu bien. Ouais, ça a bien du bon sens. Bon, c'est bon. Vraiment, les résultats. Fait qu'on a vu, là, j'ai vu que votre vidéo sur YouTube avait à peu près 11 000 vues. C'est vraiment, pour le reste, c'est vraiment impressionnant. Puis le concept en soi il est vraiment hot, là, à swinger comme ça sur les bords et tout. Tu sais, ça a-tu bien été la compétition? Il me semble que tu m'en avais déjà glissé un mot là, quand tu t'as parlé en vrai. Tu t'en as même pas un peu parlé tantôt. Là. Ouais, ben c'est sûr que tu sais, pour commencer là, avec mettons, la visibilité de l'équipe, leur rebondir un peu sur ce que tu as dit. Là. En général, là, nos vidéos, il y a ça là, entre 10 000 puis 40 000 vues, là, dépendamment des années, là, dépendamment des machines qu'on fait, puis de la performance de l'année précédente. C'est plus que l'équipe performe bien, plus qu'il y a des gens qui essaient de la suivre l'année d'après. Donc, il y a un lien là, entre ces deux événements-là. Puis au niveau des performances de l'équipe, malheureusement, à cause de la COVID, la saison 2021, elle a été annulée complètement. Donc, nous, on n'avait pas participé. Puis la saison 2020, on était une des rares compétitions au monde où on a eu lieu avant que tout le monde tombe en confinement. Juste donner une idée, là, si je ne me trompe pas, c'était pendant la semaine de relâche de mars. Donc, la semaine d'après, c'est la première fois que le Québec tombait complètement là, en confinement à cause de la COVID. Puis, dans le fond, en 2020, on avait gagné là, la première place là, au régional ici. Puis, c'était la première fois depuis que l'événement existait au Québec qu'on avait la chance d'avoir la compétition régionale à Sherbrooke, à l'université même. C'était vraiment un gros exploit là, pour tous les professeurs impliqués là, à l'intérieur du projet. Là. Je pense notamment là, à François Grondin là, puis à François Michaud là, qui sont très, très, très impliqués dans l'organisation de l'entité qui est Robotic First Québec, là, qui est juste la sous-entité qui gère les compétitions au Québec. Puis, il était très, très, très fier parce que l'alliance gagnante était constituée de 2 robots Sherbrookeois sur 3. Donc, c'était vraiment une fierté là, d'avoir un premier événement à Sherbrooke, puis d'avoir 2 équipes, 2 de 3 équipes là, de l'Alliance gagnante là, qui se qualifiaient. Malheureusement, on n'a pas pu aller au championnat du monde parce que justement, là, tout a été annulé là, la semaine d'après. Puis cette année, c'est ça, c'était le grand retour là, après la COVID. Puis même réussite, là, cette fois-ci, c'était à Montréal. Puis on a réussi à se qualifier pour le championnat du monde encore une fois. Donc 2 en 2, on espère qu'on va se requalifier. Puis comme j'expliquais, là, on a terminé l'aventure en quart de finale de notre division. Suite, le robot allait super bien. Là, c'était des problèmes là, au niveau de la stratégie, là, puis des problèmes électriques, là, nos partenaires d'alliance qui ont mis fin à l'aventure. Mais comme j'expliquais, là, il y avait à peu près 76 équipes par division. Fait que déjà là, à être dans une des 32 équipes qui faisaient les divisions des 400 qui se qualifiaient au championnat du monde, c'était déjà très, très, très bon. Là. Ah, good job, c'est impressionnant quand même. C'est encore constant tout le nombre de gens qui s'essayent, puis en plus, 2 années de suite. Ben, c'est 2 années en guillemets de suite, là, mais. C'est ça. Nous, on dit 2 saisons de suite, là, mais oui, il n'y a personne qui a compétitionné en 2021, fait qu'on peut dire 2 années de suite. Ben, félicitations. Sinon, maintenant qu'on. De mon côté, j'aurais pas mal terminé de parler spécifiquement de ça. J'aimerais t'amener plus vers les applications concrètes reliées un peu à ce projet-là. Dans le fond, avec Accès Innovation, ce que j'essaie de faire,
c'est vraiment d'amener les gens à réfléchir puis de réaliser un peu les impacts que tous ces beaux projets-là ont. Fait que, tu peux me parler un peu des industries vers où ça peut mener ou des choses comme ça en robotique? Euh, quand on parle justement là, c'est ça, de robotique ou quand on parle que justement on mentor des jeunes secondaires ou début cégep, souvent les gens ils ont peur, ils disent est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose de concret là, pour mon travail plus tard avec ça? Puis plus qu'autrement, oui. Que ce soit, là, si je donne des exemples, là, juste moi, mettons, en conception, il y a des principes, il y a des façons de fabriquer des choses, des concepts qui vont venir nous donner des outils plus tard pour mieux travailler. Euh, Étant donné qu'on est dans un atelier secondaire, juste de fonctionner avec les machines puis les moyens du bord. Nous, on n'a pas encore accès à tout ce qui est découpeurs laser, découpeurs à l'eau. Donc, de s'approprier des conceptions puis modifier des designs en conséquence de qu'est-ce que toi tu es capable de faire, c'est déjà un enjeu majeur. Puis même chose là, si on compare là, vu que c'est fabriqué à la main, les trois quarts de nos trucs, la précision qu'on est capable d'aller chercher, c'est plus de l'ordre, mettons, de plus ou moins 1,32, là, 1,16, là, dépendamment des applications puis qui l'a fait. Fait que, tu sais, quand on tombe on apprend à l'école, on est capable de machiner des choses au 10 millième près, des choses comme ça, ben souvent, en réalité, tu peux pas faire ça. Si, Non, si clairement. je compare avec nos systèmes là, de programmation puis d'électrique, juste la programmation du robot, là, j'avais mentionné que il y a un 15 secondes qui est en mode complètement autonome au début. Donc, Ouais, tout ce qui est là, de capteurs, de faire souvent là, les équipes les plus performantes, ils vont avoir ce qu'on appelle là, la détection d'objets. Pour aller chercher les objets de jeu par lui-même, juste comme ça. On pense entre autres à des compensations qu'il faut que tu donnes là, sur ton système mécanique là, ouais. s'il n'est pas parfait ou les engrenages du jeu, des choses comme ça. Donc, moi, la majorité des gens là, qui ont fait l'équipe puis qui ont participé à ces systèmes de contrôle-là, ils ont pu traverser dans le marché du travail puis aller vers ce genre d'emploi-là, là, que ce soit des systèmes de contrôle de satellites là, ou des programmes spatiaux. Là, beaucoup de gens là, qui sont allés en aéronautique, là, tous les éléments de contrôle là, pour détecter si l'avion s'en va au bon endroit. C'est des choses qui sont des applications réelles. Là. Oui, mais tu sais, là, ça me rappelle juste quelque chose. Effectivement, au début, tu avais parlé du 15 secondes d'autonome, là, de temps autonome au début. Ça veut dire que dans le fond, au début, c'est quoi? Il démarre, mettons, pour aller chercher les ballons, au début, il démarre tout seul, de regarder les chercher tout seul au début. Puis après ça, Exactement. il est piloté. À chaque année, veux pas, là, avec tous les téléphones intelligents, les caméras, les choses comme ça, les gens enregistrent de plus en plus ce qui se passe dans les compétitions. Puis à chaque année, ça fait juste une bibliothèque de données qui est grandissante. Puis ça a pour impact que d'année en année, les robots sont de plus en plus compétitifs. Si ton objectif, c'est une année, c'est de ramasser des ballons, ben, tu sais qu'il y a eu un jeu précédemment, une année antérieure, où il fallait ramasser des ballons, puis tu peux voir rapidement c'est quoi les types de design qui étaient efficaces là, pour répondre à la tâche. Donc, d'année en année, il faut tout le temps pousser pour être le plus optimal. Puis ça va aussi pour tout ce qui est niveau de la programmation. Là. Si je donne un exemple, là, justement, on avait un programme cette année qui enregistrait les données de la base de notre robot, qui lui permettait d'avancer. Puis, ça nous fournissait un gain qu'on était capable d'appliquer après ça on pouvait juste y donner des coordonnées sur le terrain, puis le robot, dans le fond, il se corrigeait par lui-même avec l'accéléromètre embarqué sur le robot, puis les données que lui avait enregistrées là, de la base, il était capable de savoir il était où. En tout temps. Même chose, il y avait des ballons de couleur ennemie, là, que ce soit juste la détection de couleur, des choses comme ça, pour s'assurer que le ballon ne tire pas le mauvais ballon à la bonne place. Ça, c'était un autre enjeu. Mais ça, c'est tous des systèmes qui sont applicables là, directement dans l'industrie. Là, quand on pense, mettons, je pense juste à l'industrie agroalimentaire, là, quand on essaie de trier les pommes là, qui sont pas mûres, des choses comme ça, c'est un détecteur de couleur. Il n'y a pas plus simple que ça. Là. Ben, écoute, ben, excellent. Moi, de mon côté, j'avais une question pour toi. Ça couvre pas mal l'entièreté. Est-ce que tu avais, dans le fond, des endroits où les gens pourraient, s'ils souhaitent rejoindre ou s'informer sur l'équipe de Sherbrooke de First Robotics,
Dans le fond, là, je tire la corde un peu pour toutes les autres équipes aussi en même temps. Là. Juste à Sherbrooke, là, on a vraiment des très, très, très bonnes équipes là, qui s'impliquent. Moi, je fais partie d'Hyperion, là, qui est associé à l'école secondaire de la Montée. Mais il y a aussi l'école secondaire du Triolet, l'école secondaire du séminaire de Sherbrooke, puis peut-être le Salésien, là, cette année avec la COVID, ils ont trouvé ça rough. Là. Je ne sais pas s'ils vont revenir. Mais toutes ces écoles-là sont disponibles. Puis dans le fond, pour participer à un projet comme ça, on peut aller directement sur le site là, de First, taper First Robotics Competition. Puis il y a vraiment un outil là, pour chercher des équipes dans notre zone là, pour devenir mentor. Ou sinon, toutes ces équipes-là, là, au Québec, entre autres, ont toutes des pages Facebook. Là, donc, écrire Hyperion 3360, là, on réussit à aller trouver les contacts. Puis vous pouvez nous écrire directement. Là, puis c'est nous qui va faire le suivi après ça, savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez visiter l'atelier juste pour prendre des détails? On fait souvent aussi des démonstrations, là, que ce soit à l'université ou dans des compagnies là, qui nous supportent. Donc, juste nous contacter là, ou en entendre parler, là, on essaie de faire des petits passages à la radio là, ou dans le journal là, ces temps-ci. Excellent. Oui, excellent. Tant mieux. Puis j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent rejoindre ce beau projet-là, ce beau défi-là. C'est vraiment, je dis petit, là, c'est pas petit, là, mais ce beau défi-là. Fait que, ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Pierre-Luc. J'apprécie vraiment cet épisode, rappelons-le, inaugural. Merci d'avoir pris le temps. Donc, ça conclut. Passe une belle soirée, Pierre-Luc, et bon succès pour la suite dans le projet. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, mon nom est Émile Demers. Donc, Société Accès Innovation. Merci beaucoup.